Pierre, tes équipes et toi, vous avez été les leaders mondiaux dans le suivi des oiseaux avec Balise Argos. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus de tout ce que vous avez pu faire? Oui, alors ça date de 1990, à peu près, on l'a publié dans la grande revue scientifique Nature. Donc on a été les premiers à équiper des oiseaux avec des émetteurs satellitaires, c'est-à-dire qu'on peut les capter n'importe où dans le monde. Et ça, maintenant c'est devenu très courant. Maintenant on équipe tout, on voit ça à la télé continuellement, mais à l'époque ça n'avait jamais été fait parce que les balises n'avaient pas été assez miniaturisées et les oiseaux n'étaient pas assez gros pour porter les balises. Donc on a profité du fait qu'on avait un grand oiseau qui volait à des distances incroyables, le grand albatros, et quand les balises sont arrivées ces Japonais ont miniaturisé à 200 grammes les balises, maintenant c'est quelques 20 grammes, 30 grammes, hein. Mais enfin à l'époque c'était 200 grammes, on a équipé des albatros pour voir ce que ça donnait. Alors d'abord, quelques mots sur les albatros. Alors les albatros c'est un peu les charognards des mers, c'est un peu les vautours des mers, c'est-à-dire que leur métier, leur niche écologique, c'est d'aller chercher en mer, en patrouillant continuellement, cherchant des cadavres, et c'est de ça qu'ils se nourrissent. Mais c'est pas très rentable, parce qu'il faut voler pendant des milliers de kilomètres pour arriver à en trouver un. Donc ça signifie qu'il ne faut pas voler en battant des ailes, ce qui est très énergétique, qui coûte très cher en énergie, mais il faut utiliser les vents. Or, il se trouve que dans ces coins-là, dans les 40e rugissants et 50e hurlants, il y a des vents continuels. Et donc, les albatros sont les spécialistes pour utiliser les masses de vent pour ensuite voler comme ça en se servant de ce vent. Alors, on a d'abord fait les études sur ces albatros en les baguant à la patte, comme on bague tous les oiseaux, là, ça leur pose pas de problème, et on leur mettait à la patte une bague, mais par contre il faut rattraper l'animal, etc. Et on l'a fait avec les animaux. Il se trouve qu'on a 7 espèces d'albatros en terre australe, donc c'était intéressant. Et en particulier, on a le grand albatros qui passe son temps à tourner autour de l'océan dans ces zones-là. Et donc, on a eu d'abord quelques résultats par des gens qui étaient en Afrique du Sud ou en Australie et qui, avec des zodiacs, couraient après les albatros quand il n'y avait pas de vent pour les attraper et regarder la bague. Bon, et puis après, avec l'histoire de Balise Argos et tous ces trucs-là miniaturisés, on a pu faire la première étude sérieuse là-dessus. Alors, en fin de compte, il faut voir la miniaturisation, ça s'est fait à une vitesse incroyable. Maintenant, c'est rien du tout. Maintenant, avec 10 grammes, on arrive à suivre un animal pendant un an. Hein. Alors qu'à l'époque, quand on est arrivé à 200 grammes, ça nous paraissait une prouesse. Et donc, là, vous voyez sur la diapo, un grand albatros qui a été équipé avec une balise Argos et on lui scotche sur les plumes, ça ne le dérange pas et ça lui permet comme ça de le suivre où qu'il soit dans le monde. Et comme ça, on est arrivé à suivre les animaux dans tout leur périple. Et là, vous voyez sur la diapo, enfin, le trajet de trois grands albatros qui sont partis dans l'océan Indien et qui montrent que, alors au début, en plus c'était facile pour nous parce que non seulement on avait les relevés en permanence, mais en plus on récupérait la balise quand l'animal revenait sur son nid. Et comme il n'avait pas peur de l'homme, on pouvait l'attraper. Donc c'était très intéressant, ça nous a permis d'être leaders mondiaux dans ce domaine. Et puis ensuite, on a pu voir comme ça que les albatros, non seulement ils faisaient des distances considérables, mais ils faisaient plus de 5000 km pour aller chercher la nourriture à leurs poussins. Donc on s'est dit, c'est pas possible, les balises ne marchent pas, on s'est trompé, quoi. Et donc au début on n'osait pas publier ça parce qu'on se disait, ça fait trop, quoi. C'est pas possible qu'un oiseau il puisse faire 5000 km pour aller apporter la nourriture à son poussin. Et puis en réalité, bon, d'une part, ça revenait toujours les mêmes chiffres, et d'autre part, on s'est rendu compte qu'en réalité, leur mode de vol était complètement différent des autres. C'est-à-dire que comme ils se servaient du vent, c'est pas des bimoteurs, c'est des planeurs. Et donc, si on oppose dans l'aéronautique un hélicoptère avec un planeur, c'est complètement sur le plan énergétique, ça n'a rien à voir. Un planeur, ça peut tenir 20 km sans carburant, alors que par contre,
un hélicoptère, il faut mettre un fut tous les 100 km, même pas 50 ou 100 km. Donc, le grand albatros, d'une part, il fait des zones, des périques gigantesques, mais en plus, il utilise le vent. Et là, dans cette diapo là qu'on a, on a couplé les trajets de l'albatros, qui sont toujours en fonction du vent, et puis on a les directions du vent. Et donc, on s'aperçoit que comme un bateau à voile, il utilise toujours le vent pour l'avoir au 3/4 arrière. Et donc, quand ensuite il doit remonter, parfois il n'a pas toujours le vent du bon côté, et bien là il tire des bords comme un voilier pour revenir au point de départ, pour aller nourrir son poussin. Donc ça nous a expliqué la mécanique, le principe de comment se faisait-il qu'on puisse faire 5000 km pour nourrir un poussin seulement. Et puis ensuite, là, on a l'explication du vol des albatros. Ils utilisent le gradient qu'il y a dans le vent qui frappe la mer et les vagues. Et il y a donc une grosse différence entre le vent, la vitesse du vent à 50 mètres de hauteur et puis au ras de l'eau. Et donc, ils se servent de ça pour se relancer et ils font continuellement ils montent et ils redescendent comme ça. Ça leur permet de tenir. Et comme il y a toujours du vent, c'est rare quand il n'y a pas de vent, ils s'arrêtent, ils restent au sol, sur la surface de l'eau, et puis quand il y a du vent, ils repartent. Donc en réalité, ils ne forcent pas, ça explique qu'ils puissent faire des distances pareilles. Et on a ensuite adapté à des mammifères ce genre de truc, alors ce genre de relevé d'appareils pour enregistrer, ou que ce soit dans le monde, leur position. Mais là, c'était plus compliqué parce qu'ils vont dans l'eau. C'est des animaux plongeurs. Ici, vous avez des otaries, mais après, vous avez des éléphants de mer. Et on n'arrivait pas, là, au début, on n'arrivait pas à avoir les relevés. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte, petit à petit, que les éléphants de mer, ils sont plus souvent sous l'eau qu'à la surface. Donc, ils n'envoyaient pas beaucoup de signaux. Par contre, ils vont jusqu'à 1000 mètres sous l'eau. Et donc, en fin de compte, maintenant, ça c'est le travail de Christophe Guinet qui a fait ça, en liaison avec d'autres chercheurs étrangers. On s'aperçoit qu'il y a par exemple, d'une part, là vous avez le tracé d'un éléphant de mer qui se reproduit au Kerguelen, et puis ensuite qui part en mer pour se nourrir, et qui là va jusqu'à l'Antarctique, et puis revient. Et en plus, on a maintenant, c'est pas seulement la position, on a aussi d'autres données. Par exemple, ici, on a la température de l'eau. Et on s'aperçoit, là, vous avez, d'après la couleur, vous avez que vers le jaune, c'est les animaux qui sont très dans les eaux froides, alors que dans le rouge, c'est les animaux qui sont en surface, qui sont relativement chaudes. Enfin, chaudes, c'est-à-dire 4 degrés. Hein. Et donc, ça, c'est un seul tracé, mais on a aussi des relevés là on a deux relevés, deux résultats d'un programme international où chaque équipe dans son coin est allée marquer des éléphants de mer pour les suivre en mer, et maintenant on a comme ça tout l'océan qui est quadrillé. Et c'est pas inintéressant parce que ça permet d'avoir on appelle ça des échantillonneurs intelligents, c'est-à-dire au lieu de mettre ça sur une grosse machine qui coûte des fortunes, etc., eh bien on met ça de mer, et puis ils partent dans tout l'océan, ils enregistrent des tas de données, et donc on a fait un lien avec l'océanographie, c'est-à-dire qu'en réalité, comme ces animaux, ils se nourrissent en mer, et qu'ils font toutes les hauteurs, eh bien on a comme ça les relevés très très intéressants. Maintenant c'est ce qui se fait, moi je suis à la retraite, je ne suis plus dans le coup, mais par contre ce que continuent à faire mes anciens étudiants et puis qui sont maintenant devenus chercheurs et directeurs du labo que je dirigeais, mais ensuite à l'étranger aussi ça se fait, et on a comme ça des données innombrables sur l'océan qui ne coûte pas grand-chose à réunir parce qu'on n'a pas besoin de mettre un bateau énorme, etc. Voilà. Déjà, alors juste une petite question pour ma gouverne personnelle. Le Grand Albatros faisait l'aller-retour, les 5000 km en combien de temps à peu près pour avoir un Alors, ça dépend, c'était variable, ça dépend s'il trouve de la nourriture ou pas, mais enfin, c'était une semaine, 15 jours, quoi. Mais de toute manière, c'est des animaux qui n'ont qu'un poussin et qui en élèvent au mieux qu'un tous les 2 ans.
Donc c'est vraiment ralenti, quoi. Ça a une démographie ralentie, l'albatros. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils arrivent à tenir avec des trajets pareils, parce que nourrissant qu'un poussin, étant obligé d'aller à 5000 km pour aller chercher la nourriture, bon, on ne peut pas élever 10 poussins. Hein. Oui, merci Pierre.